Elle lui apprend que sa fille partira avec son ex-femme et son nouveau mari s'installer aux États-Unis et le conjure de trouver un moyen pour subvenir aux besoins de sa fille pour qu'elle reste avec eux en Corée. Ji-hoon, alors complètement désespéré, finit par appeler le numéro. Une voiture vient le chercher de nuit et il est anesthésié avec du gaz après être monté dans le véhicule. Il finit par se réveiller dans un immense dortoir vêtu d'une tenue verte numérotée 405. Nos participants sont alors réunis pour un vote. La tension est palpable car beaucoup sont encore sous le choc. Frontman, le chef des organisateurs, dévoile leur indique alors que même parti, si la majorité des joueurs souhaitent revenir, le jeu pourra donc reprendre où il avait été arrêté. Ji-hoon, quant à lui, raconte tout à la police qui ne le croit pas bien sûr. Cependant, un lieutenant qui traînait dans le commissariat s'intéresse à la carte qu'il l'a laissée. On s'enfuit. De son côté, Ji-hoon, n'arrivant pas à réunir l'argent pour sa mère, rencontre le vieux candidat. Celui-ci dit qu'il a décidé de retourner dans le jeu. La vie en dehors ne vaut pas mieux que celle dans le jeu. Jang Deok-soo, qu'on va appeler la brute, est un gangster. Il essaie de fourmonter un plan pour tendre une embuscade aux organisateurs du jeu et les dépouiller des gains. Il rappelle qu'il n'a jamais été là pour elle et sa fille et une dispute éclate. On comprend que Ji-hoon n'a pas pu être à l'accouchement de sa fille parce que son ancien collègue avait été assassiné. La nouvelle famille de sa femme arrive et met un terme à la discussion. L'épisode se termine avec leur arrivée dans le dortoir où l'ambiance est encore plus tendue qu'avant. Cet épisode explore les failles du système socio-économique. L'épisode commence avec le lieutenant qui a suivi les voitures des organisateurs et s'est infiltré dans le jeu. Il immobilise un des gardes et lui vole sa tenue. Parmi les participants de retour dans l'arène, Jang Deok-soo, la brute, introduit une arme en douce, chacun étant plus déterminé ou désespéré que jamais. Ji-hoon propose de faire équipe avec Ali et son ami d'enfance Sang-woo. Le vieillard se joint à eux lorsqu'une nouvelle altercation est sur le point de débuter entre la jeune fille et la brute. Mais soudain, une femme, qui disait n'avoir pas pu nommer son bébé nouveau-né lorsqu'elle voulait arrêter le jeu, intervient et demande à rejoindre l'équipe de la brute. C'est la candidate 212, la vicieuse. Les organisateurs leur fournissent alors des repas et surveillent leur comportement. La dame opportuniste feinte une envie pressante pour aller fumer une cigarette aux toilettes quand elle se fait surprendre par la jeune fille qui lui dit de faire diversion pendant qu'elle espionne les conduits d'aération. Celle-ci s'aperçoit que les gardes préparent des sortes de sucreries. Un des candidats reçoit une information dissimulée dans son gâteau. Il sent bien qu'il y ait tricherie. Les joueurs sont alors réunis pour le deuxième défi. Ils sont conduits dans une vaste salle décorée comme une aire de jeu avec des dessins colorés et des structures enfantines. On leur demande de choisir l'une des formes affichées sur le mur, cercle, triangle, étoile ou le parapluie. Cho Sang-woo, en observant un indice subtil et en ayant pris l'information chez la jeune fille au préalable, semble comprendre quel pourrait être le prochain jeu, mais il garde l'information pour lui. Il propose à ses amis de se séparer, de ne pas choisir les mêmes symboles. Ce dernier prend bien soin de choisir le triangle, Ali quant à lui choisit le cercle et Ji-hoon choisit le parapluie car le vieillard accepte de prendre l'étoile. La jeune fille, qui semble avoir compris l'intelligence de celui-ci, décide de faire le même choix que Sang-woo. Les participants reçoivent alors une petite boîte contenant une galette de sucre appelée dalgona. Chaque galette a la forme qu'ils ont choisie inscrite dessus. Le but est de découper la forme avec une aiguille sans la casser. Ceux qui échouent ou qui brisent leur forme sont éliminés sur le champ. Le jeu devient rapidement intense et stressant. Ici en infiltration, qui comprend la hiérarchie stricte des gardes et les règles sévères qu'ils doivent respecter, prend le masque du garde ayant le symbole carré qui est supérieur au triangle qui lui-même est supérieur au cercle. Dans cet épisode, on découvre la survie par l'intelligence. Le dalgona n'est pas qu'une question de chance, car les solutions créatives comme celle de Ji-hoon mettent en avant l'importance de partager ses connaissances, suggérant que l'individualisme prend le dessus sur l'amitié. Le poids de la peur est également un thème de cet épisode, car l'élimination brutale des joueurs accentue l'idée que chaque décision, aussi anodine soit-elle, peut avoir des conséquences fatales. L'épisode s'ouvre avec les survivants du jeu du dalgona, toujours secoués par la tension. La solidarité est fragile et les joueurs commencent à comprendre que leur survie pourrait dépendre autant des jeux que de leur interaction hors épreuve. L'ambiance dans le couloir est lourde alors que les corps des joueurs éliminés continuent d'être évacués. Le nombre de participants diminuant, les ressources deviennent un enjeu crucial. Lors de la distribution des repas, le gangster utilise la violence pour s'imposer et voler une portion supplémentaire. 5 participants se retrouvent donc sans repas. L'un d'entre eux tente de se dresser contre le gang des voleurs, mais il se prend les représailles de la brute sous le regard médusé des autres candidats et du mutisme des surveillants. Le pauvre homme succombe alors au coup. Mais le montant de la cagnotte augmente sous la stupéfaction des candidats. Ceux-ci comprennent donc que dans ce jeu, l'homme peut également être un loup pour l'homme. Cela déclenche des tensions et des bagarres, montrant que les joueurs ne sont pas seulement en compétition dans les jeux, mais aussi dans leur quotidien. On retrouve également le tricheur accompagné de gardiens en train de dépecer un corps sans doute pour ses organes. De son côté, Sang-woo a bien compris que durant la nuit, la brute et son groupe
groupes essaieront d'éliminer le plus de candidats possible. Il propose alors à son équipe de ne pas dormir lors de l'extinction des feux et de se préparer au combat. Ji-hoon propose à la jeune voleuse de les rejoindre si elle se fait attaquer par la brute et son équipe. Un des gardes donne un nouvel indice au tricheur et lui dit qu'il y aura des combats durant la nuit. Il décide donc de se rallier à l'équipe de la brute en lui soufflant qu'il a des indices sur le prochain jeu. Les gardes éteignent les lumières dans le dortoir, laissant les joueurs dans l'obscurité totale. Deok-Soo et son gang profitent de cette occasion pour attaquer violemment d'autres participants, éliminant plusieurs joueurs dans un carnage chaotique. La panique s'installe et tout le monde réalise que la sécurité n'est pas garantie, même en dehors des épreuves. Ji-hoon, avec son alliance naissante, parvient à se protéger en s'unissant contre les assaillants. Lorsque la situation menace de devenir hors de contrôle, le vieux monsieur pousse un cri de détresse et les organisateurs établissent l'ordre, illuminant soudainement la pièce. Les surveillants interviennent alors pour désarmer les candidats et récupérer les joueurs éliminés. Le lieutenant s'arrête pour demander à Ji-hoon s'il a rencontré son frère, mais celui-ci lui répond qu'il ne sait pas car ils ne se sont jamais appelés par leur nom. Il comprend néanmoins qu'ils se cachent derrière le masque de ce gardien. Lorsque le calme revient, la petite équipe décide alors d'échanger leur nom, mais le vieillard ne donne pas le sien. Il semblerait qu'il soit amnésique. Les joueurs sont conduits dans une nouvelle arène où le troisième jeu sera dévoilé. Les participants doivent former des équipes de 10 joueurs. Sang-woo propose à ses camarades de choisir en priorité des hommes dans leur équipe car il estime qu'ils ont déjà une personne âgée et une fille. Mais la jeune fille décide de prendre une autre fille malgré sa consigne. La brute quant à elle décide d'abandonner la femme vicieuse qui n'a pas d'autre choix que de s'imposer dans l'équipe de nos amis. Le jeu est un tir à la corde grandeur nature. L'équipe perdante sera précipitée dans le vide, entraînant ainsi leur élimination. Face à l'évidence de leur désavantage physique, le Vieon propose une stratégie tactique pour maximiser leurs chances. D'abord, placer le capitaine à l'avant et le plus fort à l'arrière. Placer un joueur à droite de la corde et le suivant à gauche, les pieds en avant en parallèle avec la corde sous les aisselles. Se pencher en bloc après le départ pour surprendre l'adversaire pendant les 10 premières secondes. Et enfin, tirer de manière rythmée pour fatiguer l'adversaire. Mais alors qu'il semble sur le point de perdre et d'être précipité dans le vide malgré tout, Sang-woo crie une dernière instruction, laissant le spectateur en plein suspense. Dans cet épisode, on parcourt le thème de la violence naturelle des humains, car l'épisode montre comment, dans des conditions extrêmes, les individus abandonnent la morale pour survivre. Ça parle de force collective contre la force individuelle, car la victoire ne repose pas uniquement sur la force brute, mais sur l'intelligence, la stratégie et la coopération. Et enfin, l'épisode aborde le terme de la déshumanisation progressive, car les participants se transforment peu à peu en survivants, perdant leur sens de la pitié et de l'empathie. Ils n'ont même pas pris le soin de s'appeler par leur nom. L'épisode reprend immédiatement après le suspense laissé par l'épisode 4. L'équipe de Ji-hoon semble sur le point d'être précipitée dans le vide, mais Sang-woo propose une dernière stratégie risquée, avancer de 3 pas brusques pour déséquilibrer l'adversaire. Cela fonctionne, et grâce à leurs efforts combinés, ils renversent la situation et remportent le jeu. Les perdants tombent dans le vide, entraînant un silence lourd de conséquences. De retour dans le dortoir, les joueurs restants ressentent encore plus de stress et de paranoïa, pourraient redevenir violents. Deok-Soo, frustré par son incapacité à dominer totalement, commence à planifier ses prochains coups. Quant à Sang-woo, lui, propose à l'équipe de faire des tours de garde durant la nuit. Il commence sa garde avec Ali et il profite pour faire plus ample connaissance. Ali lui raconte qu'il a une femme et un enfant en Corée et que le reste de sa famille vit au Pakistan. Certains gardes participent à un trafic d'organes. Ils les prélèvent des joueurs éliminés et les vendent sur un marché noir. Ce trafic est bien sûr mené en secret à l'insu de Frontman qui dirige le jeu d'une autorité stricte. Junho, le lieutenant, s'infiltre dans cette opération et découvre les tensions internes entre les gardes. Les gardes impliqués dans le trafic se méfient les uns des autres et cela crée une opportunité d'exploiter leur faille. Le policier infiltré continue à rassembler des preuves sur l'organisation. Il fouille les archives et découvre une vérité troublante. Le jeu existe depuis plusieurs années et son frère qu'il cherche apparaît dans les registres comme un des gagnants d'une des éditions précédentes. Cependant, sa couverture est mise en danger lorsqu'un des gardes devient suspicieux, mais il parvient à s'en sortir. Il comprend que l'organisation est bien plus vaste et complexe qu'il ne l'imaginait. Au cours de l'épisode, les personnages principaux montrent davantage leur humanité. Ji-hoon évoque sa culpabilité envers sa fille et sa mère qu'il a laissées dans une situation difficile. Sae-byok, la jeune fille habituellement froide et distante, lui révèle qu'elle participe au jeu pour réunir sa famille, notamment son jeune frère. Lorsque le docteur et tricheur a terminé sa basse besogne, il demande aux gardes quelle sera la prochaine épreuve, mais ceux-ci n'ont pas l'info. Il s'énerve et prend donc un des gardes en otage, et lorsque la situation dégénère, il le neutralise et essaie de s'enfuir. Il est cependant vu sur les caméras de surveillance et vite rattrapé par le gars corrompu qui le poursuivait. Frontman se rend compte qu'il y a des anomalies dans l'organisation. Il découvre que certains gardes ne suivent pas les règles, et le docteur est ensuite éliminé par les autres gardes
garde à son tour, et l'épisode culmine au moment où Junho, piégé dans la zone où les organes ont été prélevés, doit se battre pour sa vie tout en maintenant sa couverture. Les gardes sont mobilisés par le frontman pour le retrouver. Ils commencent à se rapprocher de lui, augmentant ainsi la tension dramatique. Cet épisode parcourt les thèmes d'un système corrompu, l'introduction d'un trafic d'organes souligne la dépravation totale de cette organisation, les conflits moraux, car les joueurs et les gardes sont poussés à choisir entre leur survie et leur humanité, mais aussi l'oppression du système. Même au sein d'un système, les plus faibles sont exploités comme les gardes corrompus et les joueurs vulnérables. L'épisode commence avec une pause temporaire dans les tensions. Les joueurs, encore sous le choc du tir à la corde, récupèrent. Ils sont appelés dans une autre salle pour commencer le 4e jeu, mais à leur arrivée, ils sont confrontés au spectacle du châtiment du tricheur et des gardiens corrompus. Le lieutenant, toujours en infiltration, surprend une conversation téléphonique de Frontman disant qu'il fera le ménage lors de l'arrivée des VIP. Lorsqu'il se retrouve tout seul, il essaie de reprendre le combiné, mais il n'y a plus personne à l'autre bout du fil. Les candidats sont informés que le 4e jeu nécessite de former des équipes de 2. La plupart pensent qu'ils devront coopérer et chacun choisit un partenaire en fonction de la confiance ou de la compatibilité. Ji-hoon constate que Sang-woo veut faire équipe avec Ali lorsqu'il veut lui demander, mais il les laisse faire. Il s'associe finalement avec le vieil-homme lorsque celui-ci lui donne sa propre veste en pensant que c'est le choix le plus sûr pour protéger le vieillard, étant donné qu'il ne reste plus que 39 participants. Sae-byok quant à elle s'allie à la joueuse qu'elle avait choisie lors du tir à la corde. Il s'agit de Ji-young. Ensemble, les deux forment une paire inattendue. Deok-soo lui choisit un homme fort, son valet, pensant qu'il s'agit d'un autre jeu physique. La femme opportuniste est celle qui ne trouve pas de partenaire à la fin du temps imparti et elle se fait donc enlever par les gardes. Les joueurs sont conduits dans un décor évoquant un vieux quartier résidentiel. Les règles du jeu sont dévoilées. Chaque duo reçoit un sac contenant 10 billes. Le but est de s'emparer des 10 billes de son adversaire en jouant n'importe quel jeu de leur choix dans un délai de 30 minutes. Le perdant de chaque duo sera éliminé. Cette révélation choque les participants car ils réalisent qu'ils doivent s'affronter à mort avec leur partenaire. L'épreuve met en lumière les relations et la psychologie des joueurs. Après avoir couru avec le vieux qui semble devenir sénile, Ji-hoon propose de jouer, mais après avoir gagné les 9 billes de Ji-hoon, le vieillard, visiblement en proie à des pertes de mémoire apparentes, commet plusieurs erreurs. Ji-hoon le manipule et gagne progressivement les billes, même s'il se sent de plus en plus coupable. À la fin, le vieillard révèle qu'il était conscient de la tromperie de Ji-hoon, mais il lui donne ses billes, affirmant qu'ils sont des gangbos, des meilleurs amis partageant tout. Il en profite pour enfin lui donner son nom, Oh Il-nam, et il l'est déclaré perdant après un dernier sourire, laissant Ji-hoon complètement bouleversé. Sang-woo et Ali décident quant à eux d'être stratégiques et coopèrent au début. Ils décident de jouer à deviner le nombre de billes de l'adversaire, mais Sang-woo, voyant qu'il est sur le point de perdre, s'énerve et accuse Ali de tricherie. Il est alors directement mis en joue par le garde lorsqu'il veut utiliser la violence qui est interdite pour cette épreuve. Il décide donc de le supplier et de lui proposer un plan qui les ferait sortir tous les deux ensemble. Il convainc donc Ali en lui proposant un plan fictif lors duquel il échange discrètement les billes du pauvre homme contre des pierres, condamnant ainsi Ali à l'élimination. Ali, loyal et naïf, est éliminé, laissant Sang-woo sombrer davantage dans son cynisme. Du côté de Sae-byok et Ji-young, contrairement aux autres, les deux jeunes femmes choisissent de discuter et d'apprendre à mieux se connaître avant de jouer. Ji-young, qui a peu d'attaches dans le monde extérieur, décide de se sacrifier pour Sae-byok qu'elle considère comme ayant un objectif bien plus noble, réunir sa famille. Elle lance une bille dans un geste désinvolte permettant à Sae-byok de gagner automatique. Elle s'élimine donc ainsi volontairement, laissant Sae-byok profondément ému. De leur côté, Deok-soo et son partenaire jouent à celui qui parie le plus de billes. Lorsqu'il s'aperçoit qu'il perd, il demande à changer de jeu. Ils vont donc jouer au lancer de billes que Deok-soo va remporter de justesse. Lorsque les survivants retournent dans le dortoir, ils sont marqués par la perte de leur partenaire et leur ami. Ji-hoon est visiblement hanté par son rôle dans la mort d'Il-nam. Sang-woo, lui, essaie de masquer sa culpabilité, mais devient de plus en plus froid et calculateur. Quant à Sae-byok, habituellement stoïque, montre une rare vulnérabilité après la perte de Ji-young. L'épisode se termine sur une note sombre. Alors que les joueurs restants réalisent qu'ils ne peuvent plus faire confiance à personne, l'intensité émotionnelle de cet épisode est l'un des points culminants de la série, offrant une réflexion poignante sur la survie et la trahison. Ça parle de moralité sous pression, car on explore les choix impossibles et les dilemmes moraux auxquels les personnages sont confrontés. Sacrifice et égoïsme, certains choisissent l'altruisme, c'est le cas de Ji-young et Il-nam, tandis que d'autres cèdent à l'égoïsme, comme Sang-woo. Les organisateurs exploitent les liens affectifs des joueurs pour maximiser leur souffrance, montrant ainsi l'inhumanité du jeu. Il ne reste plus que 17 joueurs après le jeu des billes. La tension est palpable alors que les survivants tentent de digérer leurs pertes et se préparer au prochain défi.
En arrivant au dortoir, ceux-ci retrouvent la femme vicieuse, qui n'a visiblement pas été éliminée. De son côté, Frontman, toujours à la recherche du policier, retrouve un corps avec sa pièce d'identité. Il demande à incinérer le corps et retourne s'occuper des VIP. L'un des candidats ayant joué contre sa femme lors de la dernière épreuve demande à arrêter le jeu, mais Sang-woo s'interpose. Les VIP arrivés, Frontman les informe que l'hôte du jeu ne sera pas disponible pour les accueillir. On découvre que les VIP ont fait des paris sur les différents joueurs lorsque l'un d'entre eux voit le candidat sur lequel il avait parié sauter la vie. Il s'agit du numéro 69 qui avait perdu sa femme. Les joueurs restants sont conduits dans une pièce remplie de mannequins portant des gilets numérotés de 1 à 16. On leur demande de choisir un numéro sans leur expliquer ce qu'il représente. De son côté, le policier infiltré continue d'évoluer en secret parmi les gardes. Il se déguise à nouveau pour s'approcher des VIP, en apprend davantage sur leur rôle et filmer en secret tout ce qui se passe dans ce jeu. Du côté des joueurs, les premiers se battent pour prendre les numéros du milieu, pensant que c'est une position avantageuse. La panique s'installe ensuite lorsqu'il ne reste plus que les premiers et les derniers numéros. Frontman les informe alors que le numéro correspond à l'ordre de passage. Ji-hoon, hésitant, finit par choisir le numéro 16, le dernier disponible lorsque le joueur numéro 96 lui demande de lui céder sa première place. Les joueurs découvrent alors le nouveau jeu. Il va se dérouler dans une zone spectaculaire, un pont suspendu composé de 2 types de dalles de verre. Lui brisera sous le poids d'un seul joueur, le précipitant ainsi dans le vide. Ils vont devoir traverser le pont dans l'ordre de leur numéro dans un temps limité. Le joueur en tête alors doit choisir à chaque pas entre 2 dalles, risquant sa vie pour montrer le chemin aux autres. Les derniers joueurs bénéficient donc d'un avantage stratégique, mais leur tour pourrait arriver bien trop tard. Les premiers à passer n'ont aucun repère et tombent dans le vide en choisissant les mauvaises dalles. La peur et l'incertitude augmentent à chaque tentative. De son côté, Junho, toujours en infiltration, est pris pour un serviteur par l'un des VIP et il l'invite dans une salle privée. Junho le neutralise alors et obtient des informations cruciales. Lorsque la brute se retrouve en tête de file une fois tous les candidats devant lui éliminés, celui-ci refuse d'avancer. La vicieuse décide alors de se sacrifier en l'emportant avec elle. Elle lui rappelle au passage qu'elle lui avait bien dit que c'est elle qui en finirait avec lui. C'est à ce moment-là que l'un des joueurs se retrouvant en tête de file révèle au joueur qu'il peut distinguer le verre solide du verre fragile grâce à son expérience professionnelle. Grâce à lui, les survivants progressent rapidement. Mais soudain, les organisateurs éteignent les lumières, supprimant ainsi cet avantage. Et lorsque le temps commence à manquer, Sang-woo pousse le joueur hésitant dans le vide pour avancer, affirmant que la survie ne laisse pas la place à l'hésitation. Cet acte choque les autres, mais Sang-woo ne montre aucun remords. Dans un moment de chaos final, les joueurs restants doivent courir pour échapper à l'explosion du pont déclenchée à la fin du temps imparti. Après une traversée pleine de pertes et de trahisons, seuls Ji-hoon, Sang-woo et Sae-byok atteignent l'autre côté. Les 3 personnages principaux sont épuisés, choqués et ensanglantés, marqués par la brutalité de ce jeu. Tentent de s'enfuir par la mer. Dans cet épisode, les 3 principaux thèmes sont l'injustice sociale, car les VIP incarnent la déconnexion des élites vis-à-vis des souffrances des classes populaires, la trahison et la survie, car on met en lumière jusqu'où les individus sont prêts à aller pour survivre, et enfin le hasard et le destin. Pont de verre symbolise l'incertitude de la vie et l'inégalité des chances. On retrouve le lieutenant sur une plage qui cherche à diffuser les preuves qu'il a réunies. Quant à nos protagonistes, ils ne sont plus que 3. Ji-hoon confronte Sang-woo sur le fait qu'il ait balancé ce pauvre monsieur dans le vide, mais il ne semble pas avoir de remords et assume son acte. Il lui dit que le joueur aurait pu arrêter d'avancer, entraînant ainsi leur mort, et lui rappelle qu'il a laissé plein de candidats tomber alors qu'il savait reconnaître le verre trempé. Ji-hoon, quant à lui rappelle que s'ils sont encore en vie, c'est en grande partie grâce à lui, mais Sang-woo n'est pas d'accord. Il lui dit qu'il devrait plutôt lui être reconnaissant d'avoir fait le sale boulot à sa place, car ils vont devoir éliminer tout le monde s'ils veulent gagner la récompense. Ji-hoon se demande alors s'il l'aurait poussé si ça avait été lui, mais Sang-woo ne répond pas vraiment à cette question. À la place, il le sermonne en lui disant que sa vie est un échec parce qu'il ne sait pas réfléchir efficacement. Mais cette fois, Ji-hoon ne va plus se laisser marcher dessus. Il rétorque en lui disant qu'il a bien raison. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, dans cette histoire avec un homme comme lui, puisqu'il est si doué? C'est alors que les gardes arrivent et leur annoncent qu'ils sont les finalistes et qu'ils auront droit à un cadeau spécial. La jeune Sae-byok a été grièvement blessée lors de l'explosion des verres à l'épreuve précédente. Quant à Frontman, toujours à la poursuite du lieutenant, arrive sur l'île où il s'est réfugié. Le lieutenant en fuite tente de joindre le commissariat et demande des renforts. Il tente également d'envoyer les preuves qu'il a collectées, mais il semblerait que la connexion fasse défaut sur cette île. Et celui-ci se fait repérer par les gardes. Pendant ce temps, nos 3 survivants découvrent un festin qui leur est réservé avant la finale. Frontman confronte le lieutenant qui tente le bluff en lui disant qu'il a appelé les renforts. Il lui dit qu'ils arrivent, mais celui-ci n'est pas dupe. Il sait qu'il n'y a pas de réseau dans la zone. Les scènes s'alternent entre les finalistes et la confrontation
confrontation entre Frontman et le lieutenant. Après leur repas, les gardes laissent à chacun des 3 protagonistes un couteau. Ils comprennent alors qu'à partir de maintenant, cette arme sera leur seul allié. Le lieutenant finit par tirer sa dernière balle sur Frontman qui est touché à l'épaule. Malgré tout, il essaie encore de le convaincre de se rendre s'il tient à la vie, ce qui pousse le lieutenant à se demander qui se cache derrière ce masque. Il révèle alors son visage, et ce n'est autre que le frère disparu du lieutenant. Il a su que c'était lui lorsqu'il a vu ses papiers d'identité sur le corps du garde qu'il avait neutralisé. Il lui demande une nouvelle fois de se rendre, mais choqué, le policier refuse d'obtempérer en se demandant comment son frère a pu en arriver là, et Frontman lui met une balle qui le fait tomber dans la mer. Ji-hoon, quant à lui, se rapproche de Sae-byeok car il a remarqué qu'elle était blessée, et lui propose tout de même de faire équipe au prochain jeu pour battre Sang-woo, et lui confie que s'il gagne la récompense, ils pourront se la partager. Avec sa part du gain, il compte rembourser ses dettes, ouvrir un commerce à sa mère pour qu'elle arrête de travailler autant, et il essaiera d'être un bon père pour sa fille pour la première fois de sa vie. Quant à elle, elle lui révèle qu'elle fera sortir son frère du foyer pour orphelin, rapatriera sa mère en Corée du Nord et achètera une maison où ils pourront vivre ensemble. Dans sa détresse, Sae-byeok essaie de lui faire promettre que si l'un des deux s'en sortait vivant, il devra prendre soin de la famille de l'autre. Et à ce moment-là, Ji-hoon se rend compte que Sang-woo s'est endormi. Il se prépare à l'attaquer avec son couteau, mais Sae-byeok, dans un dernier souffle, l'en empêche avant de s'évanouir. Choqué, il court demander de l'aide, mais les gardes arrivent avec leurs caissons mortuaires. Sang-woo en a profité pour éliminer Sae-byeok dans son dos lorsqu'il en a eu l'occasion. Dans un moment de détresse, Ji-hoon tente de la venger, mais il est neutralisé par les gardes. Il faut au moins 2 joueurs pour la finale après tout. L'épisode se termine sur Frontman qui retire la balle qu'il s'est pris dans l'épaule et qui semble avoir des remords pour son frère. Le dernier affrontement entre Ji-hoon et Sang-woo est sur le point de débuter. Le jeu final est une version brutale du jeu du calmar, le jeu d'enfance sud-coréen qui était présenté lors du premier épisode. Les règles sont les suivantes. L'attaquant, ici Ji-hoon, doit atteindre une zone spécifique, tandis que le défenseur, Sang-woo, doit l'en empêcher par tous les moyens possibles. Contrairement au jeu précédent, le combat est sans retenue et la violence physique est permise. Pendant cet affrontement, Sang-woo dit à Ji-hoon qu'il a dû éliminer Sae-byeok parce qu'elle était déjà sur la fin et qu'il ne voulait pas que Ji-hoon abandonne juste pour la sauver, les obligeant ainsi à tous repartir les poches vides. Mais Ji-hoon lui révèle que c'est grâce à elle qu'il ne l'a pas attaqué avec son couteau lorsqu'il s'était endormi. Il est maintenant bien déterminé à en finir avec lui. Le combat est féroce, mêlant coups physiques, trahison et souvenirs de leur amitié passée. Ji-hoon parvient finalement à prendre le dessus et s'apprête à remporter la victoire. Cependant, au lieu d'éliminer Sang-woo, il décide de mettre fin au jeu, demandant aux organisateurs d'épargner leur vie à tous les deux. Mais Sang-woo, voyant la victoire de son ami à portée de main, refuse l'offre de réconciliation et s'auto-élimine avec un couteau, offrant ainsi la victoire à Ji-hoon. Avant de mourir, il demande à son ami de s'occuper de sa mère, un dernier acte montrant un fragment de son humanité. Ji-hoon est alors déclaré vainqueur et reçoit les 45,6 milliards de won. Il est félicité par Frontman et retourne dans son monde réel. De retour chez lui complètement épuisé, il retrouve sa mère inconsciente et s'allonge auprès d'elle. Cette dernière nous a quittés. On le retrouve 1 an plus tard, convoqué par son banquier qui lui propose des solutions financières pour l'argent disponible sur son compte. Mais celui-ci lui emprunte 10 000 won et s'en va. Malgré sa richesse soudaine, Ji-hoon est profondément traumatisé et n'utilise pas l'argent qu'il a gagné. Il vit dans un état de désespoir total. Et c'est alors que, à un moment inattendu, il reçoit une mystérieuse invitation de son gangbu. Il découvre alors que Oh In-nam, le vieillard, est toujours en vie. Il va donc à sa rencontre et le retrouve dans un lit d'hôpital. In-nam est en réalité l'organisateur principal des jeux. Le vieillard lui propose un nouveau pari sur un sans-abri blotti dans la neige. Il lui dit qu'il lui révélera la vérité uniquement s'il accepte de jouer avec lui. Ji-hoon accepte et il lui dit que s'il gagne ce pari, il l'éliminera de ses propres mains. Mais s'il perd, il lui donnera tout ce qu'il veut. Le vieillard dit alors à Ji-hoon qu'il a gagné l'argent de la récompense en se battant et en travaillant de ses propres mains, donc il a le droit de l'utiliser. Il lui explique qu'il a créé le jeu avec d'autres élites comme un divertissement pour riches lassés de leur vie monotone. Il a participé lui-même au jeu pour retrouver un peu d'excitation dans sa propre vie avant de mourir. Pour lui, c'est plus excitant de participer plutôt que d'être un simple spectateur. Il justifie ses actes en affirmant que les participants avaient choisi eux-mêmes de revenir de leur plein gré, bien que poussés par leur misère. Et pile avant minuit, une ambulance et un passant viennent sauver le sans-abri. Ji-hoon remporte son pari, un signe d'espoir pour l'humanité. Après cette confrontation, Ji-hoon décide d'utiliser son argent pour faire une différence. Il commence à se ressaisir, se coupant même les cheveux en signe de renouveau, et s'assure que le frère de Sae-byeok soit pris en charge, en la confiant à la mère de Sang-woo et en leur donnant une grande partie de l'argent gagné. Alors qu'il s'apprête à embarquer pour les États-Unis pour revoir sa fille, Ji-hoon remarque un
un homme jouant au jeu du dashki, comme il avait fait à l'épisode 1. Il reconnaît le recruteur, se précipite vers lui et il récupère la carte de l'homme et décide finalement de ne pas prendre l'avion. La série se termine avec Ji-hoon jurant mettre fin au jeu, laissant entendre qu'il pourrait affronter les organisateurs dans une éventuelle suite. Dans ce dernier épisode, nous parcourons les thèmes de la perte et du traumatisme, car malgré sa victoire, Ji-hoon incarne le vide laissé par une lutte immorale. Les dilemmes moraux sont également un des thèmes clés, car Ji-hoon représente la lutte entre l'humanité et l'égoïsme, contrastant avec Sang-woo. Ça parle également du cycle d'injustice, car la révélation d'Il-nam montre comment les riches exploitent les vulnérables pour leur propre plaisir, perpétuant un système injuste. Mais à la toute fin de cette saison, l'espoir et la résilience est un thème également abordé. Ji-hoon choisit de se battre pour une cause plus grande, plutôt que de céder au désespoir.